On commence cet après-midi par une session dédiée aux kystes de l'ovaire. Donc une session dédiée aux kystes de l'ovaire et on commence par le kyste de l'ovaire chez l'adolescente avec Dr Matloud. Merci. Donc je commence par remercier le bureau de la CGO de m'avoir invité. Et je tiens à les féliciter pour la qualité de l'organisation, le haut niveau scientifique et la pertinence du sujet choisi. Et donc on m'a chargé, vous m'avez chargé, moi et Dr Belrith, de présenter les particularités du kyste d'ovaire chez l'adolescente. Et comme vous le savez, c'est un sujet très intéressant puisqu'on va voir au cours de cette présentation que c'est vrai que les kystes d'ovaire chez les patientes, chez les adolescentes présentent certaines particularités essentiellement cliniques dans le diagnostic, mais aussi dans le traitement et la prise en charge, ce qui va permettre d'améliorer le pronostic de fertilité chez ces patientes-là. J'espère qu'à la fin de ce topo, on arrive à vous transmettre ces particularités du kyste d'ovaire chez l'adolescente. Et on commence par définir c'est quoi l'adolescence. L'adolescence définie par l'OMS comme la tranche d'âge qui commence entre 10 et 19 ans. Et c'est le début de la puberté qui annonce le début de l'adolescence. Et au cours de cette période, les kystes sont rares, mais le diagnostic clinique est parfois très difficile. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, c'est un kyste qui se trouve au niveau de l'ovaire et l'organe est un organe qui est profond. Et par conséquent, le tableau clinique il est très faible, n'est pas très important, comme pour la femme adulte. Et parfois, donc, le diagnostic clinique n'est pas facile, et d'où le recours à certaines imageries, à certains examens complémentaires, notamment l'échographie, l'IRM, et aussi, la particularité de ces kystes chez les femmes adolescentes, chez ces adolescentes, c'est l'intérêt des marqueurs tumoraux. On va voir, c'est très important pour le diagnostic de cette pathologie. Un deuxième point très important, c'est de faire le diagnostic précocement. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de faire une prise en charge correcte et surtout pour préserver la fertilité de chez ces femmes-là, parce que ce kyste-là, en cas de complications, en cas de nature histologique particulière, ça peut entraîner, soit au cours de traitement ou bien suite à cette complication, une altération de la fonction fertile, puisque l'ovaire il a une double fonction fertile, fonction endocrine et fonction exocrine qui est responsable de la fertilité. Donc, le mot le plus important, la chose la plus importante, c'est de comment préserver cette fertilité, soit dans le diagnostic, soit dans le traitement, au cours du traitement. Donc, plusieurs études se sont intéressées à cette pathologie chez l'adolescente et on découvre que la fréquence est difficile à estimer chez ces patientes-là. Pourquoi ? Parce que toutes les études sont intéressées aux cas qui ont été opérés. Et par conséquent, on voit que la fréquence a été augmentée. Ces études vont entraîner une surestimation des cas organiques. Donc, c'est pas ça va pas donner une incidence fidèle, réelle sur la présence de ces kystes chez l'adolescente. Mais, grosso modo, la fréquence est estimée entre 2 et 3 pour 100 000 femmes. La chose la plus importante, c'est que 90% de ces kystes sont bénins. Et dans la partie organique, c'est-à-dire ce qui concerne les kystes organiques, 10% uniquement sont des cancers de l'ovaire. Et ces cancers d'ovaire, essentiellement, ils sont germinaux. Puisque la particularité histologique de ces kystes chez l'adolescente, ce sont des kystes de type germinal, contrairement à l'adulte où les kystes sont essentiellement épithéliales. Quels sont les modes de découverte ? Alors, longtemps, le kyste il est asymptomatique. La découverte elle peut être souvent fortuite lors de la réalisation d'un examen pour n'importe quel motif. Et là, on découvre le kyste et par conséquent la prise en charge. Sinon, dans d'autres situations, il y a quelques symptômes qui peuvent attirer l'attention, mais ce ne sont pas des signes pathognomoniques. Essentiellement, les douleurs pelviennes, ce sont des douleurs vagues au niveau de l'abdomen, c'est très fréquent, dans 50%, ou bien une masse abdominale palpée par la patiente elle-même ou bien par le médecin généraliste de première ligne, dans 55% des cas. Sinon, c'est d'autres troubles qui ne sont pas pathognomoniques ou spécifiques de cette pathologie, les troubles gastro-intestinaux, puisque l'ovaire ou le kyste est lié en contact avec le tube digestif, avec l'appareil urinaire et par conséquent, il peut entraîner certains signes urinaires. Toutefois, puisqu'on est face, ce sont des kystes essentiellement d'origine germinale, donc un autre motif
objectif de découverte, c'est les tumeurs, les conséquences de ces tumeurs qui sont des tumeurs sécrétantes. Et là, on peut l'hémétorragie, une puberté précoce ou bien une aménorrhée ou la virilisation peuvent constituer des situations de découverte de cette pathologie. Une autre situation pour la découverte de ces kystes, c'est les complications. Et comme vous le savez, ces kystes chez des patientes jeunes, chez ces adolescentes, peuvent être responsables de complications graves, de complications aiguës, qui amènent ces jeunes filles, ces adolescentes à la consultation. Et là, on est soit face à une torsion de l'annexe, et là, il faut être bien averti et il faut bien réagir face à cette pathologie ou à ce tableau pour ne pas passer à côté d'une torsion d'annexe, même pour certains kystes, parce qu'on va voir par la suite que ces kystes-là, ou ces torsions, peuvent survenir sur un kyste, sur un ovaire sain. Une autre situation, bien sûr, c'est les kystes hémorragiques ou les ruptures d'un kyste, c'est comme pour la femme adulte. Alors, cette diapo ou cette étude a montré que, essentiellement, dans les cas de cancer de l'ovaire chez l'adolescente, elles peuvent se manifester essentiellement par une augmentation du volume abdominal ou bien par les signes en rapport avec les sécrétions hormonales par ces tumeurs. Quel est le diagnostic différentiel? C'est très important de parler de diagnostic différentiel parce que face à ce kyste, il ne faut pas oublier d'autres diagnostics. Il ne faut pas focaliser uniquement sur le kyste d'ovaire. Il y a le kyste paratubère, c'est un kyste vestigial des canaux de Wolff qui existe et qui n'est pas au dépend de l'ovaire, qui n'est pas au dépend des autres structures, mais c'est un kyste qui se développe au niveau du paratubère. Et c'est un kyste, s'il augmente de taille, il peut entraîner une hypermobilité de l'annexe, responsable d'une torsion d'annexe. Donc il faut le traiter. Il faut traiter chirurgicalement pour prévenir justement cette torsion. Et c'est un kyste qui persiste malgré la surveillance ou malgré un traitement médical s'il a été prescrit. Une deuxième situation de diagnostic différentiel, c'est les malformations utérines. Toujours penser à ces malformations utérines parce qu'on est face à des adolescentes. S'il y a un trouble de cycle, quand on fait l'échographie, il faut toujours garder l'esprit ces malformations, notamment les malformations comme les cornes utérines rudimentaires, lorsqu'elles sont remplies de sang, si elle est tapissée par un endométhélium, ça peut prêter confusion avec un kyste d'ovaire. Donc il faut penser à ces malformations, ou bien en cas de mi-vagin borgne, bien sûr, ça peut donner l'image d'un diagnostic différentiel avec une kyste de l'ovaire. Toutefois, chaque fois qu'on fait l'échographie, on vérifie le tractus génital de ces filles-là, il faut toujours jeter un coup d'œil sur les reins pour rechercher s'il n'y a pas une anomalie rénale. Et dans ce cas-là, on peut faire la liaison entre la malformation rénale et la malformation génitale. L'hydrosalpinx, on est face à des adolescentes. Ces adolescentes peuvent entamer une relation sexuelle et par conséquent, les infections génitales hautes peuvent être responsables d'une obstruction tubaire, d'hydrosalpinx, d'abcès tubo-ovarien et encore une fois, il ne faut pas oublier la grossesse extra-utérine qui est une pathologie grave qui met en jeu le pronostic, pas fonctionnel, mais le pronostic vital de la jeune, de l'adolescente. Toujours penser, surtout chez les patientes qui ont entamé déjà une activité sexuelle, ou bien c'est à l'interrogatoire, il faut poser l'interrogatoire pour rechercher s'il n'y a pas de rapport. L'abcès appendiculaire, un rapalvin, c'est d'autres diagnostics différentiels de ces kystes ovariens. L'imagerie, puisque le tableau clinique n'est pas très important, donc c'est l'intérêt de l'imagerie. Et l'imagerie, quand on dit imagerie, on dit échographie. L'échographie qui va permettre de mieux caractériser cette masse, de rechercher la masse, la localisation, la taille, et de mieux caractériser et surtout de chercher la présence d'une composante solide. Parce que, comme vous le savez, puisqu'on a dit que la principale type histologique chez l'adolescent, c'est essentiellement les cellules germinales, et donc comme tumeur ou comme kyste fréquent dans cette tranche d'âge, c'est le kyste dermoïde, et donc il faut toujours rechercher cette composante solide. Donc l'échographie, c'est très important, donc c'est une échographie qui va être faite par voie suspubienne, sauf pour des patientes qui ont entamé une activité sexuelle, là on peut proposer la voie vaginale, mais bien sûr il ne faut pas forcer à faire cet examen par voie vaginale. L'échographie, quand on va interpréter ou quand on va émettre un compte-rendu d'échographie, il faut essayer de respecter le maximum les nouvelles classifications, notamment la classification ARAX, échographique. Ça va nous permettre de mieux caractériser ces images, de parler le même langage et par conséquent, on peut faire des études comparatives. Quelle est la place de l'IRM? C'est essentiellement là où on n'arrive pas à caractériser la masse par l'échographie, dans les masses qui sont énormes, qu'on n'arrive pas à rattacher au pelvis. Dans ce cas-là, on peut s'aider par l'IRM. C'est l'IRM aussi qui va mieux caractériser ces images-là. Il va rechercher et qui va nous aider pour le diagnostic de présomption sur essentiellement la malignité. Le scanner n'a pas de place.
sauf dans le cas où on ne dispose pas d'IRM, ou bien dans le cadre d'un bilan d'extension d'un cancer de l'ovaire, ou bien pour éliminer diagnostic différentiel comme l'appendicite. Ça, les classifications ORATS, donc c'est pour dire qu'il faut parler le même langage. Donc on passe rapidement pour voir les différents types histologiques. Alors cette plaque c'est très importante. Elle résume les différents types histologiques. Alors, face à un kyste chez la femme adolescente, chez l'adolescente, on a soit un kyste fonctionnel, ça peut être un kyste folliculaire ou un kyste lutéal, ou bien un kyste organique. Le kyste organique, c'est une origine germinale dans 70 à 80% des cas, ou bien épithéliale dans 20 à 30% des cas. Plus on avance dans l'adolescence, plus la fréquence des tumeurs épithéliales augmente pour atteindre celle chez la femme adulte. Pour les tumeurs germinales, comme vous le connaissez, le plus connu, c'est le tératome mature ou bien le dermoïde. Pour les tumeurs épithéliales, c'est comme chez la femme adulte, c'est le cétadénome susurreux ou mucineux. Pour le cancer de l'ovaire dans l'adolescente, c'est essentiellement le cancer d'origine germinale, comme le dysgerminome, les tumeurs du sac, le choriocarcinome, le carcinome embryonnaire. Et là, ces tumeurs, elles peuvent présenter aussi une composante qui est bénigne. Et là, l'intérêt d'avoir un anatomopathologiste à côté qui est bien orienté et bien informé de la caractéristique de ces tumeurs pour ne pas donner un diagnostic erroné et passer à côté d'un cancer de l'ovaire chez ces patientes jeunes. Deuxième point important, c'est l'intérêt des marqueurs tumoraux. Alors, la particularité, puisqu'on est face à des tumeurs germinales, on ne va pas demander le CA125, puisque c'est un marqueur uniquement qui n'est pas spécifique, bien évidemment, mais c'est uniquement pour les tumeurs épithéliales. Mais pour les tumeurs germinales, il faut demander d'autres marqueurs tumoraux, comme l'alpha-fetoprotéine et bêta-CG, on va les détailler par la suite. Ces tumeurs ou ces marqueurs vont nous orienter sur la nature histologique, qui vont nous permettre aussi de suivre ces patients-là après un traitement chirurgical. Un deuxième type histologique, les tumeurs malignes, les tumeurs du cordon sexuel, c'est les tumeurs de la granulosa et les tumeurs de cellules de Leydig-Sertoli. Et enfin, les tumeurs malignes d'origine épithéliale, c'est les adénocarcinomes mucineux. Donc, on passe aux différents types histologiques. On va les détailler un à un. Donc, on commence par les kystes fonctionnels. Donc, le kyste fonctionnel, les kystes uniloculaires, anécogènes, uniloculaires, anécogènes à paroi fine, ne dépasse pas généralement les 8 cm. Il peut être un kyste folliculaire avec un aspect pathognomonique de ce pont. Voilà, le pont de granulosa. C'est un kyste généralement qui disparaît au bout de 2 mois et nécessite une simple surveillance. Le kyste lutéal, aussi, un kyste hémorragique de corps jaune aussi, c'est un kyste de deuxième phase. Généralement, il est hypervascularisé, une vascularisation périphérique. Il est généralement de localisation à l'échographie intra-ovarienne. Ce sont des kystes fonctionnels qui disparaissent spontanément. Le troisième type, c'est le kyste paratubère. On a parlé tout à l'heure. C'est un kyste de diagnostic différentiel. Là, sur l'image, vous voyez l'image. Ça, c'est l'utérus. Et là, ça, c'est l'ovaire. Ça, c'est l'utérus. Et ça, c'est le kyste. C'est un kyste paratubère. Il est uniloculaire. C'est un kyste vestigial du canaux de Wolff. Et généralement, c'est un kyste qui est bénin, qui ne pose pas de problème. En dehors, s'il est augmenté de taille, il est responsable d'une torsion. Il faut le traiter dans ce cas-là chirurgicalement. On passe au deuxième type. C'est le kyste dermoïde. C'est une tumeur germinale bénigne, la plus fréquente. Donc, c'est un kyste généralement qui est bien limité. Et comme vous le savez, c'est un kyste qui peut avoir plusieurs formes, plusieurs aspects échographiques. Alors, le plus connu, c'est la présence de ce noyau de Rokitansky avec un aspect échogène du continu. Et c'est rare, on peut avoir une composante liquidienne associée. Et généralement, c'est l'IRM. Quand on fait l'IRM qui va montrer la composante graisseuse qui signifie qui évoque beaucoup plus le diagnostic d'un kyste dermoïde, mais pas dans 80 à 90% des cas, puisque dans les formes, dans les cancers, dans les tératomes hématiques, c'est-à-dire le kyste dermoïde malin, on peut avoir aussi une composante graisseuse. Donc généralement, ils sont bilatérales dans 10% des cas, et ils peuvent, ce sont des kystes qui sont lourds, on dit, ils sont responsables de torsion. Dans 10 à 20% des cas. Là, un cliché d'abdomen sans préparation, on voit les calcifications
qui sont en rapport avec les dents. Donc, un autre aspect qui montre le nodule de Rokitansky, le classique, le pathognomonique nodule de Rokitansky, l'aspect IRM avec la composante graisseuse. On passe au troisième type histologique, c'est le kyste endométriosique. Alors souvent on disait avant qu'il n'y a pas de kyste endométriosique chez la femme adolescente, mais les dernières publications ont montré que le kyste endométriosique existe chez les femmes, chez l'adolescente, et la fréquence elle est estimée entre 30% des cas. C'est un classique kyste avec avec aspect contenu écogène, ils peuvent être bilatéraux, et dans ces études, on voit que la fréquence de kyste endométriosique chez les adolescents, elle est estimée entre 20 à 40% des cas. Surtout dans le cas où chez ces patientes-là présentent une malformation utérine, dans ce cas-là, le risque d'endométriose est le plus important. On passe à une autre tumeur qui est bénigne, c'est la tumeur sclérosante stromale, c'est une tumeur bénigne. Alors, généralement, elle est rare, généralement, on se voit vers l'âge de 13 ans, et c'est une tumeur qui peut être sécrétante et non sécrétante, mais c'est une tumeur maligne, et c'est vrai que l'aspect est un peu inquiétant. À l'échographie ou bien à l'IRM, c'est une masse qui est solide, qui peut être vascularisée avec des septa à l'intérieur, mais à l'histologie, c'est une tumeur qui est bénigne. Alors, maintenant, on a fini avec les tumeurs bénignes, avec tumeurs fonctionnelles, les tumeurs bénignes. Maintenant, on passe aux tumeurs malignes. Aussi, les tumeurs borderline peuvent se voir chez l'adolescente. Pourquoi? Parce qu'on a la composante aussi épithéliale. Et là, on peut voir les tumeurs borderline séreuses ou bien missineuses. Alors, dans ce cas-là, c'est très important de faire attention à cette caractérisation de ces masses kystiques et surtout à cette composante solide au niveau de ces kystes, d'où l'intérêt de l'IRM. Et dans une méta-analyse qui a été réalisée entre 1988 et 2013, a permis de montrer que la fréquence de ces tumeurs borderline est de l'ordre entre 40 à 50% des cas, et qu'elle est souvent unilatérale. Et la chose la plus importante, que généralement sont souvent diagnostiquées à un stade avancé, ce qui permet un traitement conservateur chez ces adolescentes. On passe aux tumeurs malignes. Elles sont rares chez les adolescentes, de l'ordre de 1 pour 100 000. Mais la particularité de ces tumeurs, ce sont généralement des tumeurs d'origine germinale, comme on a dit tout à l'heure. Soit germinales, soit les tumeurs des cordons sexuels, soit bien évidemment des tumeurs épithéliales. Et pour ces tumeurs germinales, en plus de l'examen radiologique, notamment l'échographie et surtout l'IRM, là, les marqueurs sériques prennent toute leur importance pour le diagnostic de ces images, de ces tumeurs, notamment l'alpha-photoprotéine qui va orienter vers les tumeurs vitellines, le tératome immature, les embryons, le carcinome embryonnaire, les certulides, la bêta-CG oriente vers le choriocarcinome, sur le carcinome embryonnaire, le dysgerminome, la LDH, elle est spécifique du dysgerminome, le CA125 c'est pour les tumeurs épithéliales, pour les cellules de la granulosa, c'est l'inhibine, c'est l'AMH, qu'on peut demander pour mieux caractériser ces images. Ce ne sont pas des marqueurs qui sont spécifiques ou pathognomoniques de ces pathologies, mais ça permet d'orienter le diagnostic. Ça fait partie du faisceau d'arguments pour orienter le diagnostic et surtout pour le suivi après le traitement chirurgical. Pour les tumeurs de Sertoli-Leydig, on va demander d'autres examens puisqu'elles sécrètent des androgènes, donc on va demander les marqueurs des androgènes, notamment la testostérone, le delta-4 androsténidione. Donc, on va commencer par le dysgerminome, puisque l'origine germinale c'est la plus fréquente. Donc, le dysgerminome, c'est une tumeur la plus fréquente. Elle sécrète la LDH. Elle peut être bilatérale dans 10% des cas. Le pronostic il est favorable, surtout au stade précoce avec une survie importante. L'aspect échographique, ce sont des images. Ce sont des masses qui sont très importantes, elles sont solides et présentent des septa qui sont vascularisés à l'échographie et à l'IRM. Voilà. L'aspect IRM, c'est ces septa qui sont caractéristiques, qui sont des masses généralement très importantes.
C'est ça, les dysgerminomes. Le tératome est mature, donc on peut être face soit à un kyste dermoïde, mais ce kyste dermoïde, le plus souvent, il est bénin, mais dans certains cas, on est face à un kyste malin si le tératome est mature. Quelles sont les particularités? Alors, c'est la deuxième tumeur maligne la plus fréquente. Et le grade de la tumeur, il dépend de la quantité de tissu neuroépithélial immature contenu. Généralement, l'alpha-fetoprotéine peut être élevée. Et généralement, le taux de survie, il est bien pour les formes, pour les stades précoces. Alors, sur le plan échographique, ce sont des masses qui sont solido-kystiques et surtout que la composante solide, contrairement aux kystes dermoïdes, elle présente certaines particularités parce qu'elle est irrégulière. On dit qu'elle a un aspect de grappe de raisin, elle est vascularisée. Même sur les clichés d'IRM, on voit que cette partie solide, elle est elle est très développée, elle est irrégulière. C'est l'aspect de grappe de raisin. Et bien sûr, c'est l'examen histologique qui va confirmer le diagnostic. On passe à un autre type histologique, des tumeurs malignes les plus fréquentes chez l'adolescente. Donc, c'est les tumeurs du sac vétélin. En fait, ce sont des tumeurs qui sont rares par rapport au dysgerminome ou au tératome immature. Elles peuvent être soit pures, soit associées à un autre contingent germinal. Le pronostic dépend de cette composante vétéline. Elle est sécrétante, le taux d'alpha-fetoprotéine peut être augmenté. Et dans ces tumeurs vétélines, si elles s'associent à d'autres composantes germinales, ça aggrave le pronostic et diminue le taux de survie. L'aspect échographique sont généralement, l'aspect IRM, l'aspect échographique, ce sont généralement des tumeurs de grande taille, ils sont solido-acoustiques, essentiellement solides avec des septa et surtout des plages d'hémorragie qui sont visibles ici sur les clichés d'IRM. La tumeur de la granulosa, donc c'est une tumeur sécrétante d'œstrogène. Elle est caractérisée par cette sécrétion importante d'œstrogène qui peut être responsable de certaines manifestations cliniques, notamment l'hémétorragie, une puberté précoce, les douleurs mammaires et les troubles du cycle. Et ces signes-là doivent être un signe d'appel pour rechercher ou bien pour orienter le diagnostic et demander les marqueurs sériques nécessaires pour diagnostiquer ces tumeurs de la granulosa, surtout devant ce tableau. Et puisque c'est une tumeur qui est oestrogéno-sécrétante, donc il ne faut pas oublier de vérifier toujours l'endomètre, puisque l'endomètre agit aussi bien sur le sein, il peut être responsable du syndrome de douleur au niveau mammaire, mais aussi il peut être responsable d'une augmentation, une hypertrophie endométriale ou bien des polypes. Donc les facteurs de mauvais pronostic de ces tumeurs sont essentiellement la taille importante, l'acide, la rupture capsulaire, et ce sont généralement des tumeurs de bon pronostic, puisqu'une survie de 92% à 5 ans. Et si le diagnostic est fait précocement, le traitement permet de préserver la fertilité chez cette patiente et de proposer un traitement des méthodes de PMA dans les stades précoces. Alors sur le plan échographique, ce sont généralement des masses qui sont importantes, avec multi-kystes, généralement les multikystes. Et on peut avoir un aspect hémorragique au niveau de ces kystes et un épaississement des endométriales, il faut toujours le rechercher à l'échographie, mais aussi si on demande l'IRM. À l'IRM, sont généralement des formations kystiques importantes, multikystiques, avec des septa qui sont vascularisés. On passe une autre tumeur maligne, c'est les tumeurs des cordons sexuels, comme la tumeur de la granulosa, c'est les tumeurs de Sertoli-Lydie. Et sont généralement sur le tableau clinique, donc on peut avoir des signes de virilisation, d'où l'intérêt de demander le dosage de la testostérone émise. Sont généralement de bons pronostics pour les formes qui sont bien différenciées. Sinon, pour les autres formes, le diagnostic, le pronostic, il est moins bon. Les récidives sont rares. Alors, sur le plan échographique et radiologique, ce sont généralement des masses de grande abondance, multiloculaires. On peut avoir de l'hémorragie avec des septa qui sont très importantes et vascularisées. Et quand on fait l'IRM, généralement, on a des courbes de rehaussement précoce type 3, donc ça signifie la malignité. Enfin, les tumeurs épithéliales.
Non, les tumeurs épithéliales, c'est une tumeur soit missionnaise, soit séreuse. Généralement, elles sont rares chez l'adolescente, mais plus on avance dans l'âge, plus ces tumeurs sont importantes. Elles peuvent être borderline, comme on l'a dit tout à l'heure, mais peuvent être aussi des cancers. Ça, c'est l'examen d'impact qui va trancher. Et généralement, les cancers sont exceptionnellement dans ces cas-là. Alors, on peut avoir plusieurs aspects échographiques. Généralement, ce sont des masses qui peuvent atteindre des tailles très importantes et qui orientent vers la malignité, et des septa qui peuvent être vascularisés avec un aspect, on peut avoir un aspect de nécrose à l'intérieur de ces kystes. Donc, on a dit que les complications peuvent constituer aussi une situation de découverte pour ces masses-là. Alors, les principales complications, c'est l'hémorragie intracystique ou la rupture du kyste, mais surtout la torsion d'annexe. Pour tout ce qui est kyste hémorragique, c'est généralement l'aspect, et les classiques, d'une formation qui est en nid d'abeille avec sédiments, des fibrines à l'intérieur du kyste. Et le caractère le plus important, c'est que si cet aspect, il varie dans le temps, on voit que les images changent. Quand on refait l'échographie 48 heures après ou 24 heures après, généralement, il y a un changement d'aspect à l'intérieur de ces formations. C'est en rapport essentiellement avec des kystes hémorragiques de corps jaune. Il faut toujours rechercher l'épanchement parce que parfois, un kyste hémorragique de corps jaune peut être entraîné un état de choc qui nécessite un traitement en urgence par cystoscopie pour faire l'hémostase. C'est vrai qu'elle n'est pas facile à faire cette hémostase sur un corps hémorragique, mais il faut la faire pour arrêter l'hémorragie et faire une toilette pour améliorer le pronostic de fertilité ultérieurement. La torsion d'annexe, donc c'est une urgence type de ces kystes-là chez l'adolescente qui nécessite une prise en charge vraiment rapide, un diagnostic rapide, une prise en charge rapide. Il vaut mieux faire une cystoscopie de plus que de passer à côté d'une torsion d'annexe et la jeune fille, elle va perdre son ovaire. Donc, c'est l'importance de cette fertilité dans cette tranche d'âge. Donc, la fréquence n'est pas très importante, mais il faut toujours penser à cette torsion. La clinique n'est pas spécifique. Alors, généralement, on peut avoir des femmes qui consultent, des adolescentes qui consultent pour des douleurs pelviennes aiguës associées ou non à des vomissements. On peut avoir, ces douleurs peuvent être précédées par d'autres épisodes de douleurs. Généralement, on parle de ce qu'on appelle, on dit que ce sont des femmes qui ont fait des subtorsions. Et cliniquement, on peut trouver aussi une hyperthermie qui peut orienter vers le diagnostic. Et biologiquement, là, généralement, on cherche cette hyperleucocytose qui n'est pas très importante, mais qui est en faveur de diagnostic du cortège de cette torsion d'annexe. Alors, cette torsion peut être en rapport avec un kyste d'ovaire. Généralement, les kystes d'ovaire, elles favorisent cette torsion de l'ovaire, mais on peut avoir une torsion sur un ovaire sain, et dans ce cas-là, il faut être bien vigilant et averti pour poser le diagnostic de la cystoscopie. C'est pas facile d'indiquer une cystoscopie sur un ovaire qui ne présente pas de kyste d'ovaire, mais il faut penser qu'il y a des œdèmes massifs de l'ovaire primitif qui peuvent entraîner cette torsion d'annexe. Et dans ce cas-là, on va voir, il faut chercher, on va trouver sur les clichés d'échographie un ovaire plus important que l'autre, un ovaire qui est dans la situation, la position, elle est en sus-utérine, et la disposition de certains follicules qui sont en périphérie. Alors cette image, c'est pour dire que dans les kystes de l'ovaire, la torsion, c'est très important de savoir le sens d'orientation, le sens de la torsion, puisque l'ovaire, il se tord toujours dans le sens vers l'utérus. Donc si la torsion à droite, elle se fait contre le sens des montres. Par contre, la torsion à gauche, c'est dans le sens horaire du montre. Pourquoi? Parce que quand on va faire la détorsion, c'est un tissu qui est très fragile et très friable, donc il faut limiter la manipulation pour ne pas abîmer encore plus l'ovaire. Et dans ce cas, on va avoir une hémorragie de l'ovaire, et là, ça va nous pousser à faire, pour les moins expérimentés, à faire une annexectomie, ce qui se passe généralement quand ces ovaires sont opérés par des chirurgiens. Donc la torsion, voilà, on a parlé de la torsion. Ça, c'est l'aspect de l'ovaire sain, avec torsion. On a les follicules qui se disposent dans la périphérie, avec un ovaire qui est augmenté de taille par rapport à l'autre ovaire. Alors ça, c'est l'aspect cystoscopique. Même devant cet aspect-là, il faut conserver l'ovaire, il faut faire une détorsion, une kystectomie, et même certaines sociétés savantes proposent, si l'ovaire il est très fragile ou si la manipulation est très importante, de faire la détorsion et de faire la kystectomie dans un deuxième temps pour diminuer le risque hémorragique et d'abîmer l'ovaire et par conséquent de passer à une torsion. Alors, la prise en charge de ces kystes, je cède la parole. Merci.
Merci, Dr Mahfouz. Donc, pour la prise en charge de ces tumeurs ovariennes, des kystes ovariens chez l'adolescente, comme vous avez les kystes fonctionnels, il faut regarder Keep Calm, Just Wait and See. Ce sont des kystes qui se résolvent spontanément dans les 2 mois. Pas de recours systématique à la prescription d'ostroprogestatif, c'est pas indiqué, c'est pas recommandé. Et on fait de la chirurgie si complications, soit torsion, soit rupture. Cette revue, qui a été publiée en 2015, elle montre que le taux de préservation ovarienne est meilleur quand les gynécologues opèrent. Donc, il faut que nous opérons ces kystes ovariens adolescents chez les adolescentes pour préserver au mieux l'ovaire et garder une fertilité ultérieure. Pour la torsion, donc, voici les guidelines qui ont été publiés par la Société canadienne en 2017. Ce qu'il faut retenir que si le débit sanguin il est absent ou réduit, s'il y a une augmentation du volume total de l'ovaire et un rapport du volume anormal entre les 2 annexes, une torsion annexielle, la décision d'opérer ne devrait pas reposer exclusivement sur les résultats échographiques, c'est la clinique pour le diagnostic de torsion. Donc le diagnostic de torsion devrait être envisagé en cas de douleur abdominale aiguë chez une patiente adolescente. Le risque théorique de thromboembolie à la suite d'une torsion n'est pas fondé et ne devrait pas empêcher une prise en charge chirurgicale. En cas de torsion ovarienne confirmée, une chirurgie conservatrice telle que la détorsion avec ou sans kystectomie devait être réalisée, même si l'ovaire, je le répète, il est bleu et noir, il faut garder cet ovaire. En présence d'un ovaire œdémacié, un report de la kystectomie, comme a dit le professeur Mahfouz, devrait être envisagé afin de prévenir l'aggravation de ces lésions ovarienne. Et bien sûr, il faut proposer l'ovariopexie qui peut être envisagée si le ligament ovarien il est lent et s'il y a des récidives de torsion ou de torsion de cause non connue. Passons aux tumeurs bénignes, que ce sont des tumeurs bénignes organiques, épithéliales ou germinales. Donc le principe, c'est ovarian sparing surgery. Il faut toujours conserver l'ovaire, faire la kystectomie et bien sûr privilégier le MIS, que ce soit une célioscopie ou la chirurgie robotique si on en dispose. Pour les tumeurs borderline, donc l'ESMO, l'ESGO, dans les dernières recommandations de 2019, ont introduit cette nouvelle recommandation de la fertilité sparing surgery, FSS. Donc il faut préserver la fertilité chez ces patientes, ne pas faire donc une annexectomie bilatérale. Pour les tumeurs séreuses borderline, il faut faire la kystectomie. Pour les tumeurs mucineuses borderline, il faut faire une annexectomie bilatérale. Et même s'il y a une tumeur bilatérale, on peut proposer initialement une kystectomie bilatérale afin que la patiente peut entamer son projet de fertilité le plus rapidement possible. Passons aux tumeurs germinales malignes. Donc ces tumeurs germinales, donc généralement, comme nous avons dit, ils sont découverts à un stade précoce et heureusement pour nous. Donc on pourra faire notre annexectomie unilatérale, sauf pour le stade 1B où la tumeur est bilatérale, on peut proposer une tumorectomie bilatérale. Pour les autres stades, à partir du stade 2, ça rejoigne la prise en charge des adultes. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Pour la prise en charge de la fertilité chez ces patientes qui ont une tumeur germinale maligne, il n'y a pas de contre-indication aux différentes techniques d'AMP, donc faisant appel à des stimulations et le recours aux ostroprogestatifs, il n'est pas contre-indiqué. Passons aux tumeurs stromales et des cordons sexuels. Donc, si on est à un stade précoce et on veut préserver notre fertilité, donc on va faire une annexectomie unilatérale avec un staging ovarien sans curage ganglionnaire. Mais chez ces patientes-là, surtout les patientes qui ont une tumeur de la granulosa, il faut faire attention parce que en dehors du stade 1A où l'indication d'une stimulation doit être discutée en RCP, pour les granulosas supérieures à stade 1, malheureusement, la stimulation ovarienne elle est contre-indiquée et on ne peut pas proposer des techniques d'AMP qui font appel à des stimulations. Donc, je laisse Dr Mahfouz terminer avec ce schéma qui va résumer.
Donc c'est un schéma finalement qui va résumer tout ce qu'on a dit dans cette présentation. Donc c'est l'intérêt de l'échographie dans le diagnostic de ces images kystiques chez l'adolescente et l'intérêt de ces marqueurs tumoraux. Donc là tout le diagnostic, les kystes fonctionnels, les kystes organiques et s'ils persistent, c'est l'intérêt de l'IRM et surtout là c'est très important, c'est l'intérêt de ces marqueurs tumoraux. C'est pas le CA125 uniquement, c'est les autres marqueurs pour orienter le diagnostic vers le type histologique. Voilà. Pour conclure, donc c'est une pathologie qui est assez fréquente. Souvent, on est confronté à ces adolescentes qui présentent ce kyste de l'ovaire. Alors, il faut savoir bien caractériser ce kyste par l'examen radiologique, puisque le tableau clinique il est pauvre. Il ne faut jamais passer à côté d'une torsion de l'ovaire. Et pour la prise en charge, c'est une prise en charge qui doit être conservatrice dans tous les cas. Pour le traitement de ces tumeurs malignes, il faut préserver le parenchyme ovarien. Et en cas de traitement, en cas de cancer, bien évidemment, si on est au stade précoce, il faut proposer la patiente pour tout ce qui est PMA en vue de préserver la fertilité. Et donc le diagnostic doit être toujours précoce, toujours penser, même devant des signes qui sont cliniques, qui sont pauvres, toujours penser à demander les examens complémentaires nécessaires pour ne pas passer à côté de ces kystes. Je vous remercie. Merci, Dr Mathlouthi, pour cette excellente présentation.